Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Même lorsqu'on a conscience que l'ordre établi nous limite en nous assignant à une place et à un rôle que nous n'avons pas choisi, combien néanmoins la crainte de trahir le groupe freine-t-elle notre désir d'émancipation ? La trahison, comme la désobéissance, véhicule en effet une telle charge négative qu'elle en devient un impensé. C'est pourquoi l'ouvrage Les trahisons nécessaires de Nicole Prieur, philosophe et psychanalyste spécialisée dans les relations familiales, m'a particulièrement intéressée. Elle y développe en effet le concept de trahison éthique pour nous aider à trouver le juste équilibre entre ce que nous devons aux autres et ce que nous devons à nous-mêmes. Les trahisons interrogent la manière dont une personne, à chaque étape de son existence, se place entre dépendance et autonomie, entre déterminisme et liberté, entre dette et loyauté, nous dit-elle. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour Nicole, je suis très Bonjour. heureuse de vous accueillir dans Jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre accueil. Alors, dès la première page de votre livre, vous évoquez le potentiel libérateur des trahisons. De quelle trahison parle-t-on et en quoi la trahison peut-elle nous libérer ? Oui, c'est effectivement un vaste sujet qui prend un petit peu, j'ai envie de dire, la doxa, hein, le sens pratique, le sens habituel, un petit peu à rebrousse-poil. C'est vrai que je suis partie de l'observation de mes patients qui abordait la question d'une façon toujours très rapide. J'ai été trahi, on m'a trahi, et finalement, derrière cette déclaration, il y avait, comme vous le disiez tout à l'heure, un impensé, une difficulté à penser ce processus qui est bien plus complexe que l'on imagine. Et justement, il me semblait important d'aller le décortiquer, le comprendre davantage pour le libérer de la charge surtout morale dans laquelle il a été enfermé. Et les trahisons, on a le premier sens du mot trahison qui nous vient à l'esprit, c'est celle que nous subissons, qui effectivement sont souvent destructrices, même si quelque part, après le processus de destruction, il y a un nouvel élan. Hein, j'ai reçu beaucoup de témoignages en disant, oui, j'ai été trahi, on m'a trahi, mais finalement, ça m'a permis de mieux me recentrer sur mes besoins. Donc, mais le premier sens auquel on pense, c'est les trahisons subies qui, à première vue, peuvent être destructrices et douloureuses, mais il y a deux autres niveaux de trahison, deux sortes de trahison. C'est celle que l'on inflige aux autres sans s'en rendre compte. Et c'est là où je crois qu'il faut être tout à fait conscient que quelquefois, derrière nos bonnes volontés, nos bonnes intentions, on peut amener l'autre là où il n'est pas. Et donc, c'est une trahison que j'agis. Et effectivement, il est important de savoir que le traître, ce n'est pas toujours l'autre. Et il y a l'autre niveau de trahison qui m'intéresse beaucoup en tant que thérapeute, c'est effectivement toutes les trahisons que nous nous infligeons à nous-mêmes pour quelque part, pour quelque part obéir, pour quelque part attendre, répondre aux attentes des autres, attendre de leur part une reconnaissance, mais une reconnaissance qui va m'amener là où je ne suis pas. Donc, toute l'idée de ce que j'ai voulu démontrer, c'est la tension, comme vous le disiez tout à l'heure, entre comment ne pas me trahir et pour ne pas me trahir moi-même, je suis amenée à mettre en œuvre certaines déloyautés. Ce n'est pas facile, mais c'est en cela qu'on peut se libérer de loyautés sclérosantes, encore une fois, qui nous amènent là où on ne peut pas être, qui nous amènent à nous trahir nous-mêmes.
Mm. D'où le pouvoir libérateur, effectivement, de la trahison. Mm. sûr. Alors, l'ordre établi par définition est ce qui nous assigne à une place au sein de la famille, du travail, de la société, et en même temps, il peut apparaître comme structurant en tant que source de repère. Dans quel cas est-il nécessaire de trahir l'ordre en place par rapport à ce que vous venez d'évoquer, justement? J'ai envie de dire, et là c'est peut-être l'étymologie du mot trahison qui m'a aidé à développer un sens positif, entre autres de la trahison. Trahir vient du verbe tradere, du verbe latin, qui veut dire passer d'un endroit à un autre. À l'origine, il n'y avait pas cette condamnation morale. C'est pas forcément, on va pas passer forcément dans un camp ennemi, mais on se déplace. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, pourquoi j'ai pu parler de traître éthique? Parce que trahison vient donc de tradere, qui a aussi donné tradition. Et on y reviendra, comment être un traître éthique, parce que ça a à voir avec cette notion de tradition. Donc, euh, quand j'ai lu cette définition, j'ai pensé à quelque chose que j'avais lu au sujet d'Abraham, dans nos textes de base, dans nos textes fondateurs. J'ai entendu quelque part dans ce déplacement, on pourrait presque parler de déplacement ontologique, hein. On va d'un endroit où on existe d'une certaine manière, où on est assigné à une certaine place, vers un endroit où effectivement on va gagner une autre place, on va effectivement aller vers une place à laquelle on aspire plutôt que de rester à une place à laquelle on nous assigne. Et j'ai entendu la phrase derrière cette notion de trahison et de déplacement, le va vers toi que Abraham a entendu de Dieu, c'est-à-dire effectivement quitte la maison de ton père, hein, pour aller vers un pays, voilà, etc. Donc vers dans un pays qui sera le tien, hein, une place qui sera la tienne plus tard. Donc pour moi, effectivement, c'est le processus de déplacement est indispensable dans les deux sens. C'est-à-dire que là, la première place nous structure. Première place nous crée en nous un sentiment de filiation, crée une filiation, si on reste dans la notion de famille. Hein, crée quelque chose de l'ordre de la filiation. Ça nous relie à la notion d'origine, ça nous relie à un sentiment d'appartenance. Et ce sont des éléments dont nous avons besoin pour exister. Mais pour devenir soi, il est important d'aller vers effectivement d'autres lieux, d'autres endroits qui font apparaître en nous d'autres identités. Donc pour moi, tout le cheminement individuel, c'est à la fois de reconnaître ce que j'ai pu gagner, ce que le premier lieu m'a apporté, en quoi il m'a structuré, mais pour advenir à ma singularité, Mm. tous les changements appellent quelque part une trahison, c'est-à-dire un déplacement. Et peut-être que pour continuer dans le sens de tradérer, de trahir, déplacer et tradition, je pense qu'une définition que j'ai pu donner de la trahison éthique, c'est justement on ne se déplace pas parce qu'on est forcément contre le lieu que l'on va quitter, mais parce que ce lieu ne fait pas sens et que je vais vers un lieu qui fait davantage sens pour moi et que je reconnais en quoi le premier lieu que je quitte ou le premier couple que je quitte, par exemple, hein, a été quand même structurant. Je ne peux plus y rester, parce que, combien de fois j'ai entendu ça de mes patients, parce que je n'arrive plus à trouver mes désirs, etc. Mais en même temps, je sais ce que m'a apporté ce couple-là. Donc Mm. voilà. Et alors, comment savoir si on se trahit soi-même? Parce que c'est pas toujours si évident que ça. Et qu'est-ce qui doit nous alerter, selon vous? Oui, vous avez tout à fait raison. En général, de toute façon, si je fais référence à mon expérience de psy, euh, ce n'est pas une déclaration qui arrive immédiatement. Je me trahis moi-même. Ça peut se manifester à travers des expressions, je ne suis pas fidèle à moi, là où je travaille, ça ne fait pas sens pour moi, c'est contre mes valeurs. Voilà, ça peut se dire de cette manière-là, mais c'est vrai que le mot je me trahis moi-même n'est pas spontané, alors que la notion de trahison, j'y tiens. Elle est plus forte pour moi que celle de désobéissance, de transgression, parce qu'elle implique justement ce mouvement, hein, Mm. et cette appartenance à un nouveau lieu. Mais effectivement, les signes sont ceux d'une souffrance.
sont ceux, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être mon regard et mon écoute aussi philosophique, c'est souvent une angoisse existentielle, une souffrance existentielle. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas définir ce qui me rend vivant, Hmm. c'est-à-dire mes désirs. J'ai le sentiment que je me suis diluée. Combien de fois j'ai pu entendre de la part d'hommes et de femmes, je ne suis plus vivant là où je suis. Hein, donc, ce sentiment que je me perds moi-même, que j'ai perdu le contact avec moi, avec ce qui est profond, avec, quelque part aussi, je l'ai entendu, et quelque part, justement, ça fait partie du travail que j'ai pu faire avec les patients, c'est on a perdu le lien avec sa profondeur, avec ce qui est là au-delà des rôles et des fonctions, Hmm. au-delà de quelque chose que ce que j'ai pu appeler même de l'intimité avec soi-même, comme notre tissage intérieur, comme j'aime bien dire, comme notre consistance intérieure. Vous savez, je travaille avec l'hypnose et donc ce sont des mots qui ramènent l'existence aussi au corps. Donc, quand, voilà, je ne sais plus où je suis, Oui. je me perds de vue et que j'avance dans un flou qui ne fait plus sens pour moi. Donc Ouais. j'ai des angoisses, donc voilà, les symptômes sont l'angoisse, des mouvements dépressifs, pas forcément une dépression, hein, mais voilà, un sentiment de devenir même étranger à notre existence. Le train qui passe, c'est la vie et moi je suis à côté. Je Hmm. suis à côté de mon propre existence. Ce sont des phrases que j'ai pu entendre. Hmm. Oui, et puis je pense que ça peut résonner chez pas mal d'auditeurs, effectivement. À un moment dans notre vie, effectivement, on peut tous connaître ça, effectivement, C'est sûr. ces symptômes-là. Ouais. Je pour rajouter cela, ce qui est difficile quelque part, encore une fois, si je me rappelle un petit peu certaines phrases de mes patients et de mes patientes, c'est qu'on se sent coupable quelquefois de se plaindre de quelque chose qui ne semble pas être suffisamment dramatique. Voilà. Alors justement, ne nous sentons pas coupables quand effectivement on est dans la recherche du sens. Oui, alors justement, parce qu'en même temps, si dans ma famille, le principe intangible, par exemple, hein, est que les femmes arrêtent de travailler au premier enfant ou bien qu'on ne divorce pas, on peut imaginer le conflit de loyauté que cela peut générer. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce serait utile que je redise un petit peu, que je reprécise comment se construisent les loyautés dans une famille pour bien comprendre finalement, hein, Oui, je peut-être pense que c'est intéressant, effectivement, oui. comprendre en quoi ces loyautés à la fois sont nécessaires et en quoi, effectivement, à un moment donné, il faut se déplacer par rapport à ces loyautés. Alors, euh, les loyautés, c'est un concept bon, qui existe déjà depuis un certain temps dans toute l'approche systémique de la famille, dans la connaissance systémique de la famille, que j'ai un peu réinterprété en partant d'une analyse d'un anthropologue, Marcel Mauss, qui est parti de l'idée que, de l'observation, que le don est au service du lien. Et il parlait du lien qu'il pouvait y avoir, du lien des relations qu'il pouvait y avoir entre plusieurs peuplades, plusieurs peuples, etc. Et il avait défini que la relation s'instituait autour de trois mouvements, chacun spécifique et donnant à chacun, enfin, chacun appelant des positions différentes. Le donner, je donne, donc c'est un certain mouvement de donner. Le recevoir, quelqu'un qui reçoit n'est pas dans la même attitude, bien sûr, que celui qui donne. Et le rendre à son tour, ce qu'il appelait le contre-don, qui, ce contre-don, était une façon d'entretenir le lien. Hein. Donc, ces trois mouvements entretenaient le lien. Dans une famille, j'ai fait le parallèle avec cela dans une famille. Dans une famille aussi, tout commence par un don. Il y a bien sûr le don de la vie, mais il y aura ensuite le don de l'affection, le don des représentations du monde, les dons des connaissances, le don de savoir-être. Et dans le don, bien sûr, je n'entends pas que des choses positives, on transmet aussi la névrose familiale. Donc, dans le don, il y a aussi bien des choses positives que négatives que l'on reçoit. Donc, le bébé, aussitôt pousse-t-il son premier cri, qu'il a déjà effectivement reçu beaucoup de choses. Et le mouvement qui constitue ce que j'ai appelé le lien éthique se constitue de la manière suivante. Les dons constituent qu'on le reçoit, donc en tant qu'enfant, bébé, enfant, etc. Le don engendre des dettes
qui, à leur tour, au nom de tout ce que je reçois, je suis en dette vis-à-vis de ma famille. Et au nom de cette dette, je suis redevable, c'est-à-dire que, et c'est là où on va retrouver la loyauté, c'est répondre aux attentes pour quelque part espérer pouvoir éponger la dette. Mais mauvaise nouvelle, on n'épongera jamais la dette, on restera toujours redevable parce qu'il est impossible de répondre à toutes les attentes. Et là, quelquefois, déjà, vous parliez de qu'est-ce qui est libérateur. Déjà, quand je dis aux gens qu'effectivement, cessez de vouloir être la fille ou le fils parfait de votre mère, de votre père, le petit-fils parfait de vos grands-parents, le grand frère parfait de votre sœur, le maître idéal de votre chien, etc. Quand je dis ça déjà, effectivement, je vois les épaules de mes ça fait c'est se libérer. Nul. Nous sommes tous irrévocablement déloyaux parce que nous ne pourrons jamais atteindre le niveau de loyauté que le contexte de vie exige de nous. Et je pense que là déjà, c'est important de le mesurer pour ne plus se sentir coupable de ne pas être la bonne fille ou le bon fils. Effectivement, c'est très libérateur d'entendre ça, hein. Y a-t-il une bonne manière de trahir? Comment s'extraire justement de la place et du rôle que d'autres ont défini pour nous? Et là, je ne parle pas seulement de la famille, hein, si on extrapole un peu, mais aussi de la religion, du travail, de la société. Je pense que, comme nous disions tout à l'heure, il est important de prendre en compte ces symptômes, ces signes un petit peu le mot qui me venait à l'esprit là, de détresse existentielle. Hein. Quelquefois, ça ne fait pas un grand bruit, ce ne sont pas des grands symptômes, mais on se réveille le matin avec une certaine fatigue, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce voilà. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans notre existence, qui n'est pas aligné à ce qu'on a envie d'être et ce que l'on peut accomplir finalement. Hein. Donc entendre cela et du coup aller dans un premier temps à la rencontre de soi-même, à la rencontre de s'interroger, non pas en accusant notre contexte, hein, parce que ça, non pas en se plaignant finalement d'être à une position de victime, non pas parce qu'on est dépendant de ceci, de cela. On est toujours dépendant. De certains contextes, on ne peut pas, ça fait partie de notre existence et les dépendances sont quelquefois nécessaires et rassurantes. Donc, il ne s'agit pas de se heurter contre notre contexte dans un premier temps, mais il s'agit de se regarder soi-même, quelque part, de pas s'interroger, mais pas sous une forme de connaissance et pas forcément d'introspection, mais de s'interroger vraiment, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer? Hmm. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui peut m'apporter de la joie malgré les contraintes? Encore une fois, on a tous des contraintes, on ne peut pas s'en libérer. Il y en a certaines dont on ne peut pas se libérer quand on a des jeunes enfants, quand, voilà, quand on a des parents âgés. On ne peut pas se libérer de toutes nos loyautés. Hein, il faut aussi savoir les honorer en conscience, hein, savoir pourquoi on les honore. Mais du coup, s'interroger sur qu'est-ce que je me dois à moi-même pour Hmm. être dans cet alignement. Et donc, sortir d'une position un peu de plainte et de victime pour aller vers soi, essayer de le définir et essayer de voir comment justement je peux créer des déplacements même intérieurs. Quelquefois, il ne s'agit pas de sortir du couple, quelquefois, il ne s'agit pas de changer de travail, parce qu'il y a une réalité qui fait que je ne peux pas, mais quelquefois, il est peut-être nécessaire de changer de position intérieure par rapport à mon travail, par rapport à mes collègues, ne pas leur donner peut-être autant d'importance, peut-être se demander pourquoi tel collègue qui m'évoque mon père, je ne peux pas m'entendre, ou au contraire, je suis un peu trop dans sa dépendance. Peut-être s'interroger sur ces mouvements intérieurs que j'ai besoin de mettre à l'œuvre, j'ai envie de dire de moi à moi, et qui vont changer la coloration de mes relations aux autres. C'est-à-dire que quelque part, justement, au lieu de se dire, je vais faire plaisir à mon collègue, je vais pour qu'il puisse me reconnaître, pour qu'il puisse apprécier mon travail, je vais être bonne vis-à-vis des demandes de mon chef pour espérer gagner une avancée dans mon poste, etc., dans la hiérarchie. Je pense, au lieu de se définir des projets pour les autres et d'être quelque part contre les autres parce qu'ils n'entendront pas ces demandes-là, moi, où ai-je besoin de me placer
pour que ce collègue ne m'entrave plus, pour que la demande exigeante, trop exigeante, ne m'enferme plus, où ai-je besoin de me placer vis-à-vis de moi-même pour transformer mes relations et ne plus les subir quelque part. Encore une fois, ce ne sont pas forcément des révolutions, ce n'est pas forcément, et là aussi ça va contre quelque chose de la doxa, ce n'est pas forcément en parlant avec les uns et les autres. Il faut imaginer que les uns et les autres, que ce soit au travail, dans la famille, dans la fratrie, sont eux-mêmes enfermés dans certains cadres et ils ne pourront pas changer et ils ne pourront pas entendre mes propres demandes et ça ne fait qu'entretenir, mais on ne me comprend pas, etc. Mais si moi, et ça c'est vraiment une approche très systémique, si moi je prends une autre place dans la relation, encore une fois, si ce n'est pas une relation pathologique, Mm. si ce n'est pas dans quelque chose d'une emprise trop, qui risque la pathologie, sans que c'est quelque chose de l'ordre de la bonne névrose. Donc, si moi je me déplace, que je prends une certaine distance émotionnelle, qui ne m'empêche pas de m'engager sur le plan du travail, par exemple, voilà, je réactualise un certain nombre, j'allais dire, d'accords en moi-même. Quelque part, j'ai l'image là d'une symphonie, hein. Je crée une symphonie, parce que c'est ça la difficulté. Je crée une symphonie en moi euh, par rapport à toutes les loyautés qui sont exigées de moi et que je m'exige vis-à-vis de moi-même. Parce que je crois que notre problème du 21e siècle, c'est que la vie est devenue complexe. On appartient à beaucoup de strates, beaucoup de sphères, beaucoup de lieux qui n'ont pas les mêmes exigences éthiques, qui n'ont pas les mêmes demandes. Et du coup, il faut passer d'une exigence du travail, par exemple, à une exigence par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents, qui ne sont pas du tout du même ordre. Et j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui crée des tensions intérieures. Elles sont inévitables. Mais pour les vivre le mieux possible, c'est effectivement, peut-être même les hiérarchiser. Aujourd'hui, j'ai un enjeu professionnel important. Peut-être que je donne plus d'importance à cette loyauté du travail et je m'accorde avec moi-même dans le travail et je m'occuperai de mes grands-parents ou de mes parents âgés un peu plus tard après. Donc, c'est tout un travail dans lequel il est important d'entrer dans la complexité de nos loyautés, mais en sachant qu'on reste le chef d'orchestre de ces loyautés. On les Mm. réaménage au fur et à mesure, mais en conscience. Donc, on ne les subit plus, mais effectivement, je peux être dépendante de ma grand-mère qui a besoin de moi à minuit parce que ça a du sens pour moi et que, voilà, donc en conscience, en s'interrogeant toujours sur le sens à donner dans l'immédiat. Mm. Les ordres établis qui ont régi la société laissent des traces même lorsqu'ils ont été dépassés. Vous donnez l'exemple du couple, dont vous dites qu'il reste fragilisé par des représentations anciennes qui continuent à coller à la peau alors qu'elles ne correspondent plus à ce qui est attendu d'une relation amoureuse. J'aimerais à partir de cet exemple que vous nous expliquiez le décalage qu'il peut y avoir entre une situation qui a objectivement évolué et des représentations qui n'ont pas évolué au même rythme. Alors c'est clair, et je travaille beaucoup sur l'argent féminin. C'est clair que ça se joue vraiment d'une manière très taboue, hein, très implicite et très inconsciente au niveau de l'argent. Il est clair que j'ai rencontré des petites filles, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré beaucoup de personnes à différents âges, et il est clair que malgré le fait que les femmes soient devenues des agents économiques à part entière, nous travaillons, nous avons la plupart, nous avons des salaires, nous avons des rémunérations. Il y a 3 femmes sur 4 qui gagnent moins que leur mari, mais il y a une femme sur 4 quand même qui gagne plus. Donc, je veux dire, bon, on sait qu'il y a ce plafond de verre qui a du mal à rétrécir, que les rémunérations sont moindres pour les femmes. C'est en train de transformer. Mais donc, malgré le fait que les femmes aient un salaire, malgré le fait qu'elles se battent pour essayer d'avoir une égalité aussi au niveau du salaire, malgré le fait de toutes ces évolutions-là, qu'est-ce qu'on constate? Les femmes ne se préoccupent pas du budget, de l'argent dans les couples. Les femmes, au fur et à mesure de leur vie de couple, s'appauvrissent parce que si elles ont des comptes séparés, et ça, ce sont des études sociologiques qui le montrent, hein, mais il y a des ressorts psychiques qui peuvent le faire comprendre. Les femmes vont effectivement, par exemple, dépenser leur salaire dans les yaourts, dans les pots de yaourt,
dans le care, dans le prendre soin de la famille qui ne constituent pas des investissements, les hommes vont plutôt, de préférence, faire des investissements qui les rendront de plus en plus riches, etc. Et ils ont raison. Enfin, le problème n'est pas qu'il y ait ces différences-là, c'est que comme on ne parle pas de l'argent, comme c'est un objet tabou, et comme les femmes veulent investir encore plus que les hommes de cette question de l'argent, on entretient malgré nous des modèles ancestraux où finalement la dépendance financière est là, qui se manifeste dans des violences que j'appelais des violences économiques, quand par exemple un homme dit à une femme, combien de fois j'ai pu le voir dans les magasins, mais pourquoi tu achètes ce café-là, pourquoi tu ne devrais pas acheter celui-ci, etc. Donc je veux dire, à travers des comportements que l'on ne remet pas en cause, donc que l'on ne va pas trahir parce qu'on ne veut pas toucher à la question de l'argent, parce qu'on a l'impression que ce serait être mesquin, etc., on entretient malgré nous des schémas ancestraux de dépendance qui nous rendent. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pour mettre en évidence justement combien malgré notre bonne volonté, malgré même la bonne volonté des hommes dans ces couples-là, hein, ils n'ont pas l'intention de rendre dépendantes leurs femmes, mais malgré cette bonne volonté, tous ces mécanismes anciens viennent nous rattraper parce que on est dépendant d'un certain nombre d'archétypes ancestraux. Ce n'est pas par hasard qu'il y ait cette encore que l'argent soit à ce point-là tabou. L'argent permet un ordre sociétal. Les hommes sont ceux qui vont effectivement nourrir la famille, et à ce titre-là, la famille n'a qu'à bien se tenir, hein. Donc, mais alors, même si nous changeons de modèle, même si les femmes gagnent leur indépendance sur beaucoup de plans, elles restent quand même dans ce modèle-là ancien, archaïque, qui régit un ordre du monde et qui entraîne aussi de fortes résistances, aussi bien fiscalement qu'au niveau légal. Il y a des lois et des registres fiscaux qui, qui d'ailleurs condamnent la femme à une forme de dépendance. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre sujet. Oui, ce qui est intéressant justement là, c'est de mettre de la conscience sur ces schémas ancestraux qu'on voit pas forcément en fait, mais qui sont là et qui perdurent néanmoins, même si la situation a objectivement évolué. En fait, c'est surtout ça que je trouve intéressant à travers l'exemple que vous donnez. Tout à fait. Les modèles sont là malgré des comportements, hein, qui sont effectivement des comportements plus contemporains, plus modernes. Mais j'ai envie de dire, et ce n'est pas étonnant parce que les faits psychiques ne peuvent pas se transformer aussi rapidement que les faits, j'ai envie de dire, objectifs. Mhm. Et là où la notion de trahison, qui peut paraître virulente, qui peut paraître provocatrice, peut permettre de mettre en éveil et de faire prendre conscience, justement, que, il ne s'agit pas seulement d'aller réclamer une augmentation, par exemple, hein, qui est un geste nécessaire et important, mais il s'agit vraiment d'oser aussi trahir tous ces modèles ancestraux, archétypaux, qui ont été nécessaires à un moment donné, mais qui ne nous correspondent plus. Ouais, pouvoir les dépasser. Ouais. Au niveau sociétal, vous avez tout un chapitre que j'ai trouvé personnellement absolument passionnant autour de la figure du traître qui s'oppose à l'ordre établi car il ne croit plus aux valeurs prônées et s'avère être au final un héros libérateur. Alors voulez-vous nous parler d'un de ces traîtres pour illustrer le propos? Vous en citez plusieurs dans votre livre, donc je vous laisse en choisir un. Je pense par exemple à Mandela, enfin je veux dire, Oui. par exemple, hein, Nelson Mandela ou toutes ces grandes figures qui ont osé vraiment on va dire, affronter un ordre non seulement ancestralement, enfin anciennement établi, en tous les cas historiquement établi d'apartheid, hein, mais en même temps très verrouillé par des questions et des intérêts financiers, économiques. Je veux dire, bon, tout était là pour préserver et maintenir l'apartheid, hein. Et en même temps, Nelson Mandela a eu le courage, finalement, non seulement de désobéir, mais de trahir et de secouer, finalement, l'ordre établi, et surtout même quelques injonctions de ses propres origines,
quelques injonctions qui pouvaient être là, à le soumettre à la parole des maîtres finalement. Parce que, donc, du coup, pour moi, Mandela a osé non seulement affronter l'ordre établi, mais il a osé également dire à la pression de ces groupes ethniques auxquels il appartenait, je ne veux plus me soumettre, je veux oser effectivement avoir confiance en moi, en nous, je veux effectivement, donc il a dû aussi se battre contre une certaine position intégrée de soumission. Et là, on rejoint vraiment une analyse de Bourdieu qui expliquait qu'effectivement, la soumission est souvent possible et entretenue par les personnes mêmes qui la subissent. Et donc, je pense que il s'est opposé, il a été un opposant, mais il a trahi une partie de cette forme de soumission dans laquelle était, j'ai envie de dire, maintenue et se maintenait une partie des Noirs en Afrique du Sud. Merci pour cet exemple, un modèle intéressant. Il y a aussi la différence entre opposition contre l'ordre établi et trahison, on trahit les siens. Il a trahi les siens, ou une partie des siens. On voit bien, il n'a pas été soutenu au départ. Hein. Il y a une poignée d'hommes qui le soutenaient. Il a agi contre une partie de son ethnie, quoi, quelque part. Et c'est là où il a été un très beau traître. Alors, au XXIe siècle, la fonction des trahisons libératrices s'est déplacée de la défense des droits citoyens à la défense de la dignité, dites-vous. Là aussi, que d'ordres établis il a fallu dépasser, hein, notamment l'omerta face aux abus sexuels. Pour terminer, pourquoi a-t-il fallu tant de temps à la société, selon vous, pour se révolter contre de telles indignités? Parce que je crois que la société a longtemps considéré que, il pouvait y avoir justement au sein d'elle-même des partis, un certain nombre de personnes qui étaient des, excusez-moi l'expression, des sous-produits, des sous-personnes quelque part, qui étaient des objets soumis au désir des autres. Ça a été les enfants. Les droits de l'enfant sont assez récents. Reconnaître que l'enfant est une personne, ça fait partie de ce qu'on a gagné depuis très peu de temps. Hein. Reconnaître que les femmes ont le droit, ont d'abord un cerveau, peuvent penser, peuvent avoir un compte en banque, ce qui est très récent. C'est récent, 65. C'est ça, on ne l'imagine pas. Donc, qu'elles peuvent exister en dehors de la soumission à l'homme, c'est très, 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 très récent. Hein. Et du coup, ce n'était pas indigne quand on était dans le droit romain longtemps d'un père de famille qui avait le droit de vie et de mort sur sa famille, on a longtemps, je veux dire, hérité de cette mainmise, de ce pouvoir, encore une fois, qui a constitué l'ordre du monde. C'est bien pour ça qu'il est si difficile à bousculer. C'est bien pour ça que même aujourd'hui, dans certaines sociétés, plus les femmes revendiquent, et nous en parlions avec des économistes, plus les femmes vont prendre conscience de cette réalité au niveau économique dans laquelle elles sont, dans ce tabou qu'il faut, j'ai envie de dire, bousculer, le sujet dont on parlait tout à l'heure à propos de l'argent, plus ça risque de mobiliser de la résistance par rapport à des hommes qui peuvent se sentir menacés. Donc, faire bousculer déjà, faire avancer un peu d'autonomie, un peu de liberté dans une famille, dans un couple, c'est difficile, mais bousculer l'ordre du monde avec tous les piliers qui l'ont constitué, on comprend que ça va demander du temps et qu'il faut vraiment le conscientiser. Donc, ça n'était pas indigne de pouvoir abuser d'un enfant. Ce n'était pas indigne de pouvoir violer les femmes. Elles étaient là, je n'ose pas dire pour ça, mais je veux dire, voilà. Je crois qu'il faut reconnaître de là d'où on vient, d'une société où la dignité même de l'être humain, je veux dire, on n'aurait pas pu avoir ce genre d'échange il y a peut-être même 80 ans ou peut-être même à peine un siècle, parce que l'individu ne comptait pas. L'identité d'un individu était à 100% formatée, organisée par la société, le cadre social.
Alors, où on y répondait et on était la bonne épouse, la bonne mère, la bonne ceci, tout ce que vous voulez, le bon mari, parce que ça pesait aussi sur les hommes, hein, où on était renégat et on était à l'extérieur du clan. Mais donc, on est en train de changer la place de chaque sujet. Et du coup, ça signifie que chacun, c'est pour ça aussi que la notion de trahison est intéressante, parce que ça signifie que qu'est-ce que je dois trahir, moi, de ces modèles-là, pour pouvoir mettre en évidence ma dignité. Et c'est vrai que là, le chemin psychique qui n'est pas facile, que les femmes font parce qu'elles en ont souffert peut-être plus facilement que les hommes, c'est effectivement où est ma dignité? Dans mon corps, dans le respect, dans la non-soumission au désir de l'autre, et que les hommes ont plus de mal, mais ça se comprend, je ne les condamne pas, je veux dire, ont plus de mal parce que finalement, la remise en cause euh, peuvent leur faire craindre de perdre quelque chose. Mais je pense que justement, le pouvoir, s'ils perdent ce pouvoir sur l'autre et sur les femmes, qui vont-ils être? Donc, il y a vraiment une menace et on peut l'entendre. Du coup, ça signifie que les hommes ont un travail, et je pense que pour ne pas se sentir menacés, je pense que les hommes ont un travail à faire, et ceux qui le font sont vraiment des personnes très épanouies, à eux aussi s'interroger. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelle est d'abord ma propre dignité à moi? Qu'ils puissent effectivement prendre conscience de comment ils pourraient exister comme belles personnes en dehors des impératifs genrés dans lesquels eux aussi ont été enfermés. C'est-à-dire qu'on a tous à gagner à sortir des impératifs genrés, parce que tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'aimer la danse. Les garçons, les jeunes garçons se sentent aussi condamnés. Je veux dire, ils ne peuvent pas exprimer un certain nombre de choses sans être condamnés, sans même être harcelés. Donc, ne plus se trahir, c'est aller, comme on le disait tout à l'heure, chercher en soi sa profondeur. Qu'est-ce qui me fait me regarder? Qu'est-ce qui pourra me faire me regarder moi-même comme quelqu'un digne d'intérêt, digne de confiance, qui pourra permettre justement que les autres s'intéressent à moi. Et du coup, les hommes comme les femmes peuvent faire ce travail-là. Et ça faciliterait les choses. Bon, ben c'est une voie d'espoir, effectivement, pour la suite. Eh bien, écoutez, vraiment un grand, grand merci, Nicole Prieur, pour cette passionnante exploration de la trahison libératrice et de comment être soi, justement, face aux multiples injonctions des ordres établis qui dirigent nos vies. Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi chez Robert Laffont, un livre indispensable pour ceux qui souhaitent s'émanciper des différentes assignations reçues. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.